La maison de Balzac. J'écris ces pages à l'ombre d'une pergola de glycine, face à la mer Tyrrhénienne. Un merle fait des gammes dans la ramure. À mes pieds s'étendent les ruines des thermes de la villa d'Aenobarbus, le grand-père de Néron. Le tépidarium et le frigidarium, ouverts au vent de la mer, servent aujourd'hui à prendre des bains de soleil. Avec les pierres de cette villa, où Néron enfant devait apprendre des jeux pervers, on a édifié une demeure patriarcale. Elle appartient au neveu de Giovanni Agnelli. La comtesse de R y séjourne pour l'été. Des jardiniers passent la tondeuse à l'heure de la sieste pour réveiller l'improbable culpabilité sociale des grands de ce monde. Mais leur bruit protestataire est vite absorbé par les stridulations des grillons. Eux-mêmes entendent soudain leur chant couvert par le bruit des puissants turboréacteurs d'un motoscafo qui semble voler sur le golfe de l'Argentario. Il emporte vers l'île de Giglio son Excellence McDonald's, roi du hamburger, qui y regagne son château, au perché, ou quelques nouvelles gloires de la Financia, pressée de quitter les touffeurs de Porto Ercole. Ce soir, nous dînerons sur la terrasse, où la maîtresse de maison évoquera ses souvenirs de Visconti. Demain, un motoscafo, moins tapageur, nous emmènera à notre tour dans l'île de Giglio, où, à l'abri du petit port d'Opérette, nous dégusterons sous une tonnelle des pastas alla putarga de tonno arrosés d'un vin blanc local, couleur d'ambre, au goût âpre de résiné. Profitant de la fraîcheur du soir pour prendre mes distances avec les vanités de ce monde, je suis partie à la recherche de la tombe d'Adriana Ivancic à Porto Ercole. Le gardien du cimetière avait égaré son registre. Il consultait des fiches dans une grande pagaille. Il s'énervait, jurait à tous les diables, s'emportait contre lui-même, introduisant dans ce paisible cimetière aux passions éteintes les éphémères fureurs du monde des vivants. Son énervement a atteint son comble quand le chauffeur qui m'avait conduit l'a apostrophé avec vivacité. Il signor ha fatto 1900 chilometros per vedere la tomba de la signora. Je l'abandonnai à ses vociférations pour parcourir les allées. Peut-être pour la retrouver, bénéficierais-je de cette chance qui avait tant manqué à cette malheureuse. La tombe de l'égérie de Hemingway devait être plus discrète que ne l'avait été sa vie. Enfin, je la découvris dans le carré des étrangers, près de celle d'un certain John Livingstone, une simple sépulture en pleine terre, mal entretenue, où poussait un éthique pistoporum, une dalle gravée Adriana Ivancic von Rex, 1931-1983. Cet asile déshérité exprimait bien le destin de cette belle suicidée. Après avoir connu la gloire à Venise, pourquoi avait-elle fui ici son passé douloureux et résolu l'énigme de sa vie dans la mort? Je ne m'adosse à ces splendeurs sociales que pour prendre les forces nécessaires à une plongée en apnée dans mon passé le moins flatteur. Une opération douloureuse dont j'ai l'impression de remettre la date jour après jour par crainte de souffrir. Comme je préférerais poursuivre ma promenade au milieu de ce monde enchanteur où la richesse a sculpté des jardins en terrasse, de vastes pelouses artistiquement décorées, de jarres antiques en terre cuite, qu'employait l'aïeul de Néron pour conserver son huile, ses parfums, son nectar et son ambroisie. L'appartement du boulevard du Montparnasse, où j'ai vécu de longues et sombres années, ne bénéficiait pas de la clarté de la mer Tyrrhénienne, ni de son horizon, ni de ses parfums. Il donnait sur un immeuble chassieux, une tourelle qui abritait un escalier des toits en zinc. De la cour montait la fétide odeur de l'arrière-cuisine d'un restaurant chinois. C'était un paysage cafardeux au possible. Le petit appartement de mes parents m'étouffait. Il endeuillait tout espoir de bonheur. Une vie entière me semblait insuffisante pour fuir la lugubre impression d'emprisonnement qu'il me laissait. Il était un témoignage d'une existence nécessiteuse que je n'admettais pas. Je me révoltais contre la vie qui nous infligeait, à ma mère et à moi, une telle humiliation. J'en voulais à mon père d'y avoir consenti. Non que je voulusse vivre fastueusement à la manière des successeurs d'Aenobarbus, avec leurs 8 domestiques, un cuisinier, un chauffeur, 4 jardiniers. Le bonheur de Marot m'aurait suffi. Son principal espoir ne dépend que de lui. Il est sa cour, son roi, sa faveur et son maître.
D'ailleurs, un dénuement bien plus grand à Noirmoutier, puis, plus tard, dans les îles grecques, ne m'a pas rebuté. Un quignon de pain, des tomates arrosées de soleil, une cahute en paille tressée et un bel horizon m'ont toujours paru un luxe. Mais, enfant, adolescent, c'était déjà un sort douloureux de subir en secret l'amertume d'une situation défavorisée. Aussi, j'essayais d'éviter l'humiliation qu'en plus cela se sut. Si j'ai dépensé des trésors d'imagination dans mon existence, c'est moins pour donner vie à des personnages de romans que pour tenter de dissimuler auprès de mes camarades de classe la réalité de ma situation. D'autant qu'elle ne venait à l'esprit de personne. Au contraire, on m'imaginait vivant au milieu des trésors de l'impressionnisme, des Corot, des Degas, des Manet, des Renoir et des manuscrits de Valéry. Cette imposture, je la laissais se répandre sans la démentir. Elle n'était après tout qu'à demi fausse. J'étais prêt à tous les mensonges plutôt que d'avouer une position qui m'humiliait. Un jour, en classe, un de mes camarades me proposa ce que je redoutais, venir me chercher chez moi. J'aurais entendu les trompettes du jugement dernier que mon sang ne se serait pas glacé aussi rapidement. J'accusais le choc sans broncher. Tout de suite, je trouvais un obstacle rédhibitoire pour contrecarrer le désir de mon camarade. J'avais toujours dit que j'habitais la maison de Balzac. J'espère que le romancier qui toute sa vie a tiré le diable par la queue ne m'a pas tenu rigueur de ce pieux mensonge. Il m'avait été inspiré par un camarade d'un autre collège, fils du peintre Chapelain Midi, qui lui avait la chance de vivre dans une maison dans le quartier de l'université de Censier, qui, elle, avait réellement appartenu à Balzac. Cela devait exprimer ma jalousie inconsciente vis-à-vis de ce garçon de mon âge, dont le père était un peintre reconnu et fortuné. Rien ne m'a plus émerveillée dans ma jeunesse que cette idée que l'on peut vivre dans un lieu que hantait l'ombre du grand écrivain. J'habitais, disais-je donc, à cet ami trop curieux, la maison de Balzac. Mais ma mère, atteinte de crise nerveuse, passait sa vie dans une chaise roulante. Le domestique qui était son ancien amant avait été chassé de la Légion étrangère pour meurtre. Quant à mon père, alcoolique au plus haut degré, il ne supportait aucun étranger dans la maison et se montrait capable de violence. N'avait-il pas envoyé à l'hôpital le facteur qui venait apporter une lettre recommandée? Je brodais ainsi à l'infini cette histoire abracadabrante. Ce qu'il y a de délicieux dans l'affabulation, c'est qu'on n'y est jamais borné, comme avec cette stupide réalité qui très vite nous arrête. Je crus par cette description calamiteuse avoir définitivement calmé le désir de mon camarade de venir chez moi. Hélas, j'en avais trop fait. À force d'en rajouter, loin de le détourner de mon projet, j'avais au contraire aiguisé sa curiosité. Un jour de congé, alors qu'à la fin de l'après-midi, je regagnais sans empressement cet appartement si peu hospitalier à mon amour-propre, j'ouvris la porte. Mon camarade était là, s'amusant de ma déconvenue. Mon père et ma mère lui faisaient fête. On n'attendait plus que moi. Je claquai la porte et m'enfuis. J'allais cuver ma rage dans le jardin du Luxembourg. Quand je revins, le soir, mes parents ne me posèrent aucune question. Dès lors, ce camarade, en dépit de ses avances, de ses excuses, je ne lui parlais plus, je ne le voyais plus. Il avait rompu le pacte, je lui reprochais autant mon humiliation que de m'avoir mis en porte-à-faux avec mes rêves.